Beaucoup. D'accord, bah, merci beaucoup, David, pour cette invitation. Et puis donc, je suis ravi de faire votre connaissance à toutes et à tous à cette occasion. Euh, je commencerai par une très brève présentation sur mes recherches, euh, pour vous dire aussi comment j'ai pu y croiser donc, la thématique du naturalisme, ou en tout cas d'une certaine forme de naturalisme. Et puis donc, je vous expliquerai ensuite un petit peu ce sur quoi va porter mon intervention aujourd'hui. Donc moi, je travaille principalement donc dans la tradition analytique, en m'intéressant surtout à des questions de philosophie des sciences, et plus précisément à des questions tournant autour de la notion de causalité, ainsi que de la notion d'explication scientifique et de la notion de loi de la nature. Alors, j'ai fait des travaux qui sont plutôt d'ordre peut-être méthodologique, on pourrait dire, donc portant sur les méthodes d'explication et de représentation causale dans les sciences, par exemple en épidémiologie. Et puis des questions plutôt sur la nature de la causalité en elle-même, notamment sur la direction de la causalité, le fait que les causes précèdent leurs effets. Donc des questions qui relèvent parfois plutôt de ce qu'on appelle parfois la métaphysique des sciences ou la métaphysique de la nature. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors pour vous citer très brièvement mes recherches sur la causalité, elles s'inscrivent dans une tradition qui vient de David Lewis, qui pense la causalité en termes contrefactuels, et puis aussi dans une tradition qu'on trouve chez le pragmatiste britannique Frank Ramsey, et aussi chez des auteurs comme Collingwood ou Henrik von Wright, euh, qui pensent la causalité, le concept de causalité comme trouvant sa source ou son origine dans notre nature en tant qu'agent ayant des buts pratiques et devant de ce fait identifier des variables qu'ils peuvent manipuler pour atteindre ces buts. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai un tout petit peu au cours de ma présentation. Alors, ces recherches, elles m'ont conduite à croiser la thématique du naturalisme, en tout cas d'une certaine forme de naturalisme. Évidemment, le terme naturalisme a un très grand nombre de significations possibles. Je vous en dirai un peu plus dans une minute euh, sur le sens pertinent de naturalisme ici. Euh, bonjour. Ouais, ouais. Donc, si j'ai été amené à croiser donc, cette thématique du naturalisme, c'est parce que la, la philosophie de la causalité, elle, elle s'inscrit dans le cadre donc, de ce renouveau de la métaphysique que l'on observe en philosophie analytique à partir des années 60, euh, 70. Souvent, le projet étant présenté comme celui de construire une métaphysique de la causalité, même si parmi les philosophes des sciences qui s'intéressent à la causalité, il y a souvent une ambivalence ou même un rejet de cette idée que l'on fait de la métaphysique lorsque l'on s'intéresse à cette causalité. Et en fait, je partage cette ambivalence, même si certains des travaux que je mène peut être qualifié comme relevant de la métaphysique de la causalité. Euh, je suis aussi assez sensible au scepticisme dont font preuve certaines philosophies des sciences par rapport à l'idée même de métaphysique. Donc les jours pairs, je suis plutôt en faveur de la métaphysique, et les jours impairs, plutôt sceptique. Je suis un peu entre les deux. Vous verrez cette ambivalence, on la retrouvera dans mon intervention. Euh, bon, quoi qu'il en soit, donc, ce retour de la métaphysique en philosophie analytique que je viens d'évoquer, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est qu'il s'accompagne de la revendication explicite d'une forme de naturalisme. Euh, alors, le naturalisme ici étant entendu, pour le décrire encore assez grossièrement, euh, comme impliquant une certaine attitude face aux sciences, et en particulier face à la physique, une attitude, disons, de respect par rapport aux sciences, de primauté donnée aux sciences, euh, avec l'idée aussi que la métaphysique, comme projet théorique, dérive sa légitimité de son ancrage euh, dans les sciences. Donc cet appel au naturalisme dans la métaphysique analytique contemporaine
il est tout à fait central puisqu'il est censé répondre à un certain nombre d'objections très classiques quant à la possibilité de la métaphysique. Euh, il est censé, en gros, de répondre à l'objection qui dit que la métaphysique sera nécessairement, enfin, doit nécessairement être une sorte de spéculation détachée de l'expérience. Le rapport avec les sciences permettant au contraire d'ancrer le projet métaphysique euh, ou de lui donner un contact avec l'expérience. Or, il est courant dans cette littérature de distinguer en fait entre deux formes de naturalisme. Euh, D'une part, ce qu'on appelle parfois un naturalisme ontologique ou un naturalisme concernant le contenu, euh, qui dira quelque chose qui dira la chose suivante. Une des contraintes qui devrait peser sur une théorie métaphysique, c'est qu'elle ne devrait pas être en conflit avec nos meilleures théories scientifiques. Donc le contenu de nos théories métaphysiques ne doit pas être en tension, ne doit pas être en contradiction avec le contenu de nos meilleures théories physiques. Et puis il y a une autre forme de naturalisme qu'on appelle traditionnellement naturalisme méthodologique ou naturalisme quant à la méthode, euh, qui soutient cette fois-ci que la métaphysique devrait procéder ou se baser sur les méthodes mêmes de la science. Euh, dans la mesure où c'est un projet légitime, c'est parce qu'elle hérite ces méthodes, des méthodes de la science. Donc mon intervention aujourd'hui, ça va être un petit peu, si vous voulez, une exploration de ces deux formes de naturalisme dans la métaphysique contemporaine. Pour vous dire très brièvement ce que je vais essayer de dire, je vais d'abord me concentrer donc sur le naturalisme ontologique, qui est un peu, si vous voulez, devenu aujourd'hui une sorte de d'idéologie commune à pratiquement toute la métaphysique analytique contemporaine. Pratiquement tout le monde se revendique de ce naturalisme. Et donc, ce que je vais nous demander, c'est, étant donné qu'à peu près tout le monde en métaphysique analytique se revendique de ce naturalisme, ouais, est-ce qu'il y a véritablement en fait encore un sens et une utilité à s'en revendiquer? Est-ce que cette posture naturaliste peut encore nous aider à faire des progrès en métaphysique? Puisque si tout le monde est d'accord dessus, on pourrait penser qu'elle n'est plus véritablement qu'une sorte de slogan un petit peu vide. Donc je vais essayer de vous soutenir que, en fait, non, la posture naturaliste ontologique a bien encore un peu une sorte de mordant, on pourrait dire, et qu'elle peut nous permettre de faire des progrès en métaphysique, parce qu'il y a des secteurs de la métaphysique analytique, je pense, qui, quoi qu'ils se revendiquent naturalistes, euh, n'appliquent pas encore véritablement leurs préceptes jusqu'au bout. Donc, j'essaierai de montrer ça en prenant l'exemple de la causalité et en revenant sur l'idée qu'on trouve chez Russell, notamment, qu'il n'y a pas de causalité en physique fondamentale. Et je vais essayer de montrer qu'il y a plusieurs débats contemporains en métaphysique analytique qui semblent être en contradiction avec cette assumption. Et donc, ici, être naturaliste, prendre vraiment au sérieux le contenu de nos théories physiques, permet de requalifier, voire peut-être même de dissoudre les débats en question, et donc en ce sens de faire une certaine forme de progrès. Donc ça sera la première chose que je vais essayer de dire sur le naturalisme. Dans dans l'autre partie de ma présentation, je vais me pencher cette fois-ci sur le naturalisme méthodologique, donc sur cette idée que la métaphysique devrait procéder en se basant sur les méthodes de la science. Et là, je vais adopter une attitude beaucoup plus sceptique euh, face à cette thèse. Je vais essayer de soutenir en fait que si on regarde euh, véritablement la meilleure manière d'articuler cette forme de naturalisme méthodologique, euh, on voit qu'elle fait face à des objections quand même assez sévères. Euh, et ça a mené en fait à une certaine forme de scepticisme face au projet métaphysique lui-même, puisque, comme vous pouvez peut-être déjà voir, l'idée du naturalisme méthodologique, c'est que, bon, en métaphysique, on a un problème. Il est très difficile de voir quelle méthode on pourrait utiliser pour résoudre un débat métaphysique, pour faire des progrès sur les débats métaphysiques. Donc, si on peut faire appel aux méthodes de la science qui ont montré leur effectivité dans les domaines scientifiques, euh, ça va nous permettre de fonder une métaphysique respectable. Mais si les méthodes de la science ne sont pas applicables en métaphysique, on se retrouve avec la question de savoir quelle autre méthode adopter. Et là, j'ai tendance à être un petit peu sceptique sur la réponse à apporter à cette question. Je pense qu'il y a difficile de trouver d'autres méthodes au moins qui nous permettent vraiment de faire de la métaphysique ambitieuse. Il s'agit vraiment de trancher les débats métaphysiques. Donc voilà, il y aura un petit peu un caractère de tension dans mon intervention. La première partie va partir du présupposé qu'il y a bien un sens au projet métaphysique et donc va essayer de soutenir que le naturalisme ontologique est une ressource valable pour nous permettre d'avancer dans ce projet. La deuxième partie va avoir
l'aspect plus sceptique. Alors, comme vous le verrez, il n'y a pas en fait littéralement de contradiction entre les deux. Je vous expliquerai pourquoi, mais en tout cas, il y a une certaine tension. Et comme je vous l'ai dit, je suis un peu ambivalent ici. Je ne vais pas essayer de résoudre cette tension. Je vous laisserai avec. Donc, je vais faire une intervention. Il y aura trois parties dans mon intervention. Je me suis dit que pour commencer, il était peut-être sans doute utile. Je pense que un certain nombre d'entre vous ne travaillent pas en philosophie analytique, euh, de, de, de vous donner une sorte d'aperçu du renouveau de la métaphysique analytique à partir des années 60-70, de vous donner un petit peu la préhistoire et l'histoire de ce renouveau pour aussi vous situer donc les différentes formes de naturalisme ontologique et méthodologique dont se revendiquent les métaphysiciens contemporains. Et puis donc la deuxième partie portera sur le naturalisme ontologique, la troisième partie sur le naturalisme méthodologique, euh, si j'ai suffisamment de temps devant moi. Je serai amené un petit peu à couper. Donc je commence par vous présenter un petit peu les grandes étapes de l'histoire du renouveau de la métaphysique en philosophie analytique et donc de la place qui occupe la revendication d'une forme de naturalisme. Alors, la philosophie analytique, comme vous le savez, euh, elle naît en fait d'une tradition ou d'une une pensée très anti-métaphysique, hein, puisque notamment chez Moore et Russell, le projet de la philosophie analytique, il est fondé dans un rejet des systèmes spéculatifs issus du hegelianisme que l'on trouve par exemple chez Bradley. Et puis ensuite, l'élimination, le rejet de la métaphysique, ce sont évidemment des thèmes centraux dans euh, le positivisme logique et la philosophie ordinaire, donc des courants dominants disons, de la première philosophie analytique qui ont dominé le champ jusque dans les années euh, 50 et 60. Alors, en fait, ce constat-là d'une philosophie analytique ancrée dans un projet anti-métaphysique, il a nuancé, en fait, puisque par exemple chez Moore, chez Russell, chez le premier Wittgenstein, en fait, on trouve des textes et des thèses qui semblent assez clairement relever de la métaphysique. C'est juste que la métaphysique en question euh, est beaucoup plus en continuité avec le sens commun, donc en ce sens beaucoup plus conservatrice que les métaphysiques spéculatives issues de Hegel. Euh, etc. Donc, c'est une métaphysique en continuité avec la vision ordinaire du monde, qui postule qu'il y a des entités particulières situées dans l'espace et dans le temps, avec lesquelles on interagit causalement, etc. Un deuxième point qui nous amène à nuancer le constat d'un rejet de la métaphysique dans la première philosophie analytique, c'est que si l'on regarde aussi bien dans le positivisme logique que dans la philosophie du langage ordinaire, en fait, on trouve de nombreuses discussions qui portent sur des thèmes qu'on appellerait aujourd'hui métaphysiques, la causalité, le libre arbitre, euh, la nature de l'espace et du temps. C'est juste que ces discussions, souvent leurs auteurs font très attention à bien insister qu'ils ne font pas de la métaphysique, hein, qu'ils font peut-être de l'analyse des concepts, de l'analyse du langage, de l'analyse des théories scientifiques, mais en réalité, ce qu'ils font, ça part assez clairement à de la métaphysique. Mais bon, la réhabilitation de la métaphysique explicite, revendiquée, hein, qui ne se cache pas, qui n'a pas honte d'elle-même, c'est vraiment avec Quine et Strawson qu'elle va s'effectuer. Ce qui est intéressant ici étant que chacun de ces deux auteurs a un pied donc, dans les deux traditions que je viens d'évoquer, hein, Quine avec le positivisme logique et puis Strawson avec la philosophie du langage ordinaire. Donc du côté de Strawson, que je vais plutôt le laisser de côté ici, puisque la dimension du naturalisme est moins présente, mais on trouve l'idée d'une métaphysique descriptive, donc qui va essayer d'expliciter les présupposés métaphysiques sur lesquels reposent nos schèmes conceptuels d'appréhension du monde. Euh, et puis chez Quine, on va trouver donc cette idée tout à fait fondatrice pour le renouveau de la métaphysique, euh, qu'il y a une place à donner à la métaphysique au sens d'une lecture, d'une reconstruction des engagements ontologiques, comme le dit Quine, de nos meilleures euh, théories scientifiques. Avec l'idée, hein, le grand slogan quinéen, être ou exister, c'est être la valeur d'une variable liée. Donc, c'est être de telle manière que nos meilleures théories scientifiques quantifient d'une manière qui suggère l'existence de l'entité euh, en question. Ça nous fournit un critère pour faire de la métaphysique, pour déterminer ce qui existe. Il faut reconstruire les engagements ontologiques de nos meilleures théories scientifiques, comprendre ce qu'elles posent effectivement comme existant dans l'univers.
Alors, c'est un projet métaphysique au départ très modeste, hein, puisqu'il s'agit par exemple, de lecture de nos théories scientifiques que d'une métaphysique autonome. Mais bon, la manière dont on va le développer avec Quine va faire que certains débats métaphysiques traditionnels vont être réactivés dans ce projet. Donc, en particulier, chez Quine se repose la question tout à fait traditionnelle de la nature des objets abstraits, comme les nombres, par exemple. Il semble que nos meilleures théories scientifiques euh, quantifient sur ces objets, donc il semble qu'il faut qu'on accepte l'existence, qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, on a aussi une réactivation chez Quine du débat entre nominalisme et réalisme, qui à nouveau est soulevé par certains traits de nos théories scientifiques. Euh, un autre aspect qui va être important vraiment dans le renouveau de la métaphysique à partir des années 60-70, c'est le fait que chez Quine, il y a un rejet des modalités, un rejet des catégories du nécessaire et du possible. Mais il semble assez clair que nos théories scientifiques ne peuvent pas se passer euh, de ces catégories. Euh, donc ça, ce constat donc d'une nécessaire réflexion sur les modalités va être la source en fait des travaux des deux grands réactivateurs, si vous voulez, de la métaphysique en philosophie analytique, à savoir David Lewis d'un côté et puis David Armstrong de l'autre. Donc David Lewis, la manière dont ça se fait, c'est que sa réflexion sur la modalité va l'amener à une ontologie des mondes possibles, hein, une sorte d'ontologie leibnizienne sur laquelle il va baser une analyse métaphysique d'un certain nombre de concepts fondamentaux dans les sciences, loi de la nature, causalité, probabilité objective, etc. Euh, et puis chez David Armstrong, on va retrouver l'idée qu'une réflexion sur les modalités doit nécessairement mener à une forme de réalisme très robuste, notamment un réalisme des universaux, un réalisme des lois de la nature, où les lois de la nature sont vraiment conçues comme des entités, non pas des simples régularités dans le monde, mais vraiment comme des entités sui generis qui gouvernent la manière dont le monde euh, se développe. Donc sur la base de ce réalisme, il va fonder aussi donc une analyse non seulement des lois de la nature, mais aussi de la causalité, de l'esprit, etc. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a une sorte de plein florissement, de plein renouveau de la métaphysique, euh, où là ça devient vraiment un champ en soi, qui acquiert une certaine autonomie, hein, par rapport à la philosophie de la science dans laquelle elle était ancrée chez Quine, hein. Il s'agit plus simplement de lire nos théories scientifiques pour voir quels sont leurs engagements ontologiques, mais aussi de mener une vraie réflexion sur la nature des objets auxquels font appel nos théories scientifiques, hein. Les théories scientifiques postulent les lois de la nature, mais ne nous disent pas ce qu'elles sont. Donc il y a un vrai débat métaphysique à avoir sur ce que sont les lois de la nature. Et puis bon, de fil en aiguille, en fait, les métaphysiciens, là, une fois que cette boîte de Pandore est ouverte, vont en venir à réactiver tout un ensemble de débats métaphysiques traditionnels qui ont moins de lien avec les sciences. Donc, à partir des années 70, on a une réactivation notamment du débat sur la métaphysique du libre arbitre et sa compatibilité avec le déterminisme. Euh, voilà, un certain nombre de débats métaphysiques traditionnels sont réactivés. Euh, On menait donc aujourd'hui à une situation où la métaphysique est vraiment un champ autonome de la philosophie analytique qui cherche à aborder vraiment toutes les questions traditionnelles de la métaphysique que l'on retrouve déjà dans la philosophie antique, dans la philosophie médiévale, etc. Mais donc malgré ce processus, disons, d'autonomisation de la métaphysique et de constitution en champ autonome, euh, il reste toujours donc un ancrage dans les sciences et un lien fort avec les philosophies des sciences par cette revendication du naturalisme, qui est vraiment peut-être euh, ce qui structure vraiment et unit le champ de la métaphysique analytique euh, aujourd'hui. Alors avant de vous en dire un petit peu plus là-dessus, quelques commentaires historiques là, sur la notion de naturalisme. On la retrouve déjà bien sûr chez Quine, hein, puisque, que je vous le dis, la métaphysique chez Quine, ça consiste à, à lire les engagements ontologiques de nos théories scientifiques. Donc là, on a vraiment une primauté de la science qui est vraiment très très forte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Quine, et puis pardon, on retrouve aussi ça chez Quine dans l'idée d'une épistémologie naturalisée. Là, on n'est plus dans le domaine de la métaphysique, mais il y a chez Quine cette idée que il faudrait naturaliser l'épistémologie, naturaliser la philosophie de la connaissance
en second, en la remplaçant en fait par les méthodes de la psychologie scientifique, c'est-à-dire la psychologie behavioriste. Pour Quine. En fait, cette revendication du naturalisme chez Quine, il l'hérite sans doute en fait de la philosophie américaine des années 40 et de travaux qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui. Et là, je m'appuie sur un article très intéressant de Jae-Gwon Kim, qui est un des grands contributeurs à la métaphysique de l'esprit contemporaine. Je reviendrai sur certains de ses travaux plus tard, qui est un article de 2003 qui s'appelle Les origines américaines du naturalisme philosophique, et où il rappelle en fait que dans les années 40, et notamment il y a eu un volume en 1944 intitulé Naturalism and the Human Spirit, le naturalisme et l'esprit humain. On avait comme ça un courant qui euh, se revendiquait comme naturaliste. Alors, ce courant, la plupart des membres de ce courant sont un peu oubliés aujourd'hui, mais on y trouve aussi des philosophes comme John Dewey. C'est un des contributeurs à ce volume de 1944. Il y a aussi George Boas, l'anthropologue, peut-être. C'est un nom qui résonne encore aujourd'hui. On y trouve aussi Ernest Nagel, qui ensuite a été un des grands représentants de l'empirisme logique dans les années 50 et 60. Euh, et donc, c'est sans doute de ce courant en fait, que Quine hérite la revendication d'un naturalisme. Euh, et alors, on retrouve à nouveau aussi cette revendication d'un naturalisme dans la philosophie analytique, dans la métaphysique analytique contemporaine. C'est quelque chose qui a été conservé de Quine, même si, comme je l'ai expliqué, le champ s'est un petit peu détaché de, de ses origines quinéennes. Là, j'ai une citation justement de Jae-Gwon Kim dans l'article en question, où il nous dit si la philosophie analytique, alors il pense à la métaphysique, mais aussi à la philosophie analytique plus largement, si la philosophie analytique contemporaine euh, a une idéologie commune, c'est à l'évidence celle du naturalisme. Euh, une autre expression que j'aime bien ici, elle vient d'un livre de Nina Emory, qui est une métaphysicienne américaine, qui travaille surtout sur les lois de la nature et sur le temps et l'espace, qui a un livre, je crois, paru l'année dernière, qui s'appelle Le naturalisme par-delà les limites de la science, à Oxford University Press, qui est un ouvrage intéressant sur lequel je reviendrai, où elle dit que le naturalisme en métaphysique analytique est devenu l'approche par défaut. Euh, C'est-à-dire que c'est l'approche dont tout le monde à peu près se revendique. Et c'est une approche par défaut au sens où les métaphysiciens ne cherchent pas véritablement à argumenter en sa faveur. Elle est prise un peu comme une sorte de position de départ pour laquelle il n'y a pas vraiment de besoin d'argumenter. Alors, que signifie naturalisme exactement ici? Donc, c'est ici que je reviens sur cette distinction entre naturalisme ontologique et naturalisme euh, méthodologique. Alors, cette distinction, en fait, on la trouve déjà dans ce courant américain des années 40 là, que j'ai mentionné, où le naturalisme, chez eux, ça voulait dire à la fois accepter le contenu de nos meilleures théories scientifiques et construire des théories métaphysiques qui soient en accord avec ces contenus, donc qui ne contradisent pas le contenu de nos meilleures théories scientifiques, donc, on appelle un naturalisme ontologique. Il y avait aussi cette revendication chez eux d'une métaphysique en continuité avec les sciences au niveau méthodologique, donc avec l'idée d'une métaphysique qui devrait s'appuyer sur les méthodes de la science. Euh, alors, quand Kim dit que le naturalisme est devenu l'idéologie commune à toutes les métaphysiques analytiques, ou quand Emery parle du naturalisme comme une approche par défaut, c'est plutôt en fait le naturalisme ontologique qu'ils ont en tête. C'est plutôt en celui-là qui est communément admis dans le champ. Le naturalisme méthodologique, on le verra, c'est une position plus controversée euh, euh, et sans doute un peu plus minoritaire dans le champ de la métaphysique analytique. Euh, alors, quelques commentaires sur chacune de ces formes de naturalisme. Comme je l'ai dit, le naturalisme ontologique, en gros, c'est l'idée que le contenu de nos théories métaphysiques il ne doit pas être en tension ou en conflit avec nos meilleures théories scientifiques. Je vous mentionnerai un exemple un peu concret de l'application de cette idée que l'on trouve chez Hilary Putnam dans un article de 1967 qui s'appelle Le temps et la géométrie physique. Alors cet article, il porte sur la métaphysique du temps, sur la question de savoir qu'est-ce que le temps, et il porte en particulier sur une position qu'on appelle le présentisme, qui revient à dire que seul le présent existe. Les grandes questions en métaphysique du temps, c'est quelle est la différence entre le passé, le présent et le futur.
Le présentisme répond en disant que c'est une différence quant à l'existence et que la différence en question, c'est que seul le présent existe. L'état présent du monde existe et il est aussitôt remplacé, il disparaît dans la non-existence et est aussitôt remplacé par un nouvel état présent qui aussi existe. Alors, ce que soutient Putnam dans le texte en question, c'est que le présentisme est en conflit avec la théorie de la relativité et que pour cette raison, il doit être abandonné. Alors, la raison pour laquelle il est en conflit ou en contradiction avec la théorie de la relativité, là, je vais aller assez vite, hein, c'est que dans la théorie de la relativité, il y a cette idée fondamentale ou ce résultat fondamental que la relation de simultanéité, hein, deux événements coprésents, elle est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est relative à un observateur. Deux observateurs qui sont en état de mouvement l'un par rapport à l'autre ne feront pas les mêmes jugements de simultanéité, ce qui veut dire qu'un événement qui peut être conçu comme présent pour l'un sera conçu comme futur ou comme passé pour l'autre. Et donc, vous voyez où va l'argument. Putnam va dire, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion objective de présent. La relativité reste, enfin, la théorie de la relativité nous dit qu'il n'y a pas de notion objective euh, de présent. Le présent est relatif à un observateur, et donc le présentisme doit être abandonné, sauf à supposer qu'il y a une sorte d'observateur privilégié hein, qui pourrait avoir comme ça le pouvoir de décider ce qui véritablement existe. Euh, qui semble assez absurde. Soit on admet l'idée d'une sorte d'existence relative à un observateur, ou ce qui existe, il n'y a pas de choses qui existent en soi de manière objective, il n'y a que des existences relatives à des observateurs, ce qui là encore semble être assez difficile à accepter. Voilà. Donc c'est un exemple assez concret d'application du précepte du naturalisme ontologique à un débat métaphysique. Alors deux commentaires rapides là. Je dis le naturalisme ontologique dit c'est la thèse que nos théories métaphysiques ne devraient pas être en conflit avec le contenu de nos meilleures théories scientifiques. Il y a une question de savoir que veut dire conflit exactement ici. Là, chez Putnam, c'est clairement contradiction. Il y a une contradiction entre la théorie de la relativité et le présentisme. Alors, c'est peut-être pas assez fort, cette exigence d'absence de contradiction, puisque le naturalisme ontologique, par exemple, il est souvent mobilisé aussi pour défendre une autre forme de naturalisme qui s'oppose cette fois-ci au surnaturalisme. L'idée que nos théories métaphysiques ne devraient pas postuler l'existence de Dieu ou d'autres entités surnaturelles. Pardon. Alors on pourrait dire, bon, l'existence de Dieu, elle n'est pas littéralement en contradiction avec le contenu de nos meilleures théories scientifiques. Là, l'idée, c'est plutôt qu'il y a une sorte de tension. Les deux ne vont pas très bien ensemble, quoi, disons. Donc, ça nous pousserait plutôt vers une autre manière de comprendre la notion de tension ou de conflit ici, qui serait de dire à une théorie métaphysique qu'elle ne doit pas postuler plus que ce qu'il y a déjà dans nos théories physiques ou dans nos théories scientifiques. C'est comme ça, par exemple, c'est ce que suggère, par exemple, David Lewis dans certains textes. Il a un texte où il dit, par exemple, que son projet métaphysique, il est fondé sur l'idée que et il reprend une citation de Hamlet. Dans Hamlet, il y a un passage où je crois que c'est Hamlet qui dit à Horatio il y a plus de choses dans le ciel et la terre que n'en est rêvé dans votre philosophie. Et donc Lewis dit moi, je veux que dans ma métaphysique, il n'y ait pas plus de choses dans le ciel et la terre que n'en est rêvé par la physique. Bon, donc ça, c'est une autre manière de comprendre la notion de tension ou de conflit ici. Elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas entièrement acceptable non plus, puisqu'on en est très, très vite poussé à l'idée qu'en fait, il n'y a pas vraiment de place pour un projet métaphysique ici. On ne peut pas faire plus que la science. Il n'y a pas vraiment d'espace pour un projet métaphysique autonome. Je laisse cette question de côté. Vous noterez aussi que le naturalisme ontologique tel que je l'ai défini, il fait appel à l'idée que il faut éviter les conflits avec nos meilleures théories scientifiques, ce qui laisse aussi la possibilité d'un conflit avec des théories scientifiques dont le statut est discutable ou pas assez établi. On retrouve ça aussi chez Lewis, par exemple. Assez curieusement, Lewis pensait que la physique quantique n'avait pas trop de conséquences pour la métaphysique, parce qu'il estimait que la physique quantique, en fait, n'était pas... il y avait trop de problèmes conceptuels qui s'y posaient euh, pour qu'on la prenne au sérieux, du moins dans ses conséquences métaphysiques. Donc, c'était ce que je voulais dire sur le naturalisme ontologique. J'en viens au naturalisme méthodologique, là encore pour vous présenter un petit peu euh, ce dont il est question. Alors, comme je vous l'ai noté, c'est une position qui est moins courante,
peut-être moins accepté chez les métaphysiciens contemporains. La preuve de ça, c'est qu'en fait, euh, les gens trouvent des métaphysiciens ou des philosophes qui la défendent explicitement, ce qui implique elle ne fait pas consensus. Donc, en particulier, il y a un article de Laurie Paul, une métaphysicienne américaine, qui s'intitule Metaphysics as Modeling, où elle, euh, elle soutient que en gros, son idée, c'est il y a cette objection classique à la métaphysique. Il n'y a pas de méthode possible méthode fiable pour résoudre les questions métaphysiques. Et sa réponse à cette objection, c'est de dire qu'en fait, la métaphysique s'appuie sur les mêmes méthodes que la science. La science et la métaphysique n'ont pas les mêmes sujets, n'ont pas les mêmes objets, disons plutôt, mais elles ont les mêmes méthodes. Et c'est en ce sens-là que la métaphysique euh, est un projet viable. On trouve ça aussi dans le livre de Nina Emery, Le naturalisme par-delà les limites de la science, que j'ai évoqué. Le livre, en fait, c'est une défense du naturalisme méthodologique, où en gros, l'argument de Emery, c'est de dire, si vous êtes un naturaliste ontologique, et tout le monde l'est, vous devriez aussi être un naturalisme méthodologique, parce que si vous êtes un naturaliste ontologique, c'est sans doute que vous pensez que les méthodes de la science sont les meilleures. Mais si c'est le cas, vous devriez aussi penser qu'elles sont applicables au domaine métaphysique. Euh, ah, Donc, on trouve des défenses du naturalisme méthodologique. On voit aussi pourquoi c'est une position moins courante, plus controversée, c'est parce qu'il y a des objections assez évidentes qui se présentent, hein, à la méthode scientifique, dans la mesure où il y en a c'est une méthode expérimentale, hein. Il est très difficile de voir ce que pourrait être une méthode expérimentale en métaphysique. Donc, dans la dernière partie là, de la présentation, je vous expliquerai un petit peu comment les partisans du naturalisme méthodologique euh, répondent à cette objection. Euh, et vous verrez en fait que quand la réponse est sur la table, en fait, le naturalisme méthodologique devient une position en fait assez séduisante, même si j'espérais de soutenir qu'elle fait face à un certain nombre de difficultés. Donc, pour terminer cette première partie, euh, une remarque très rapide. Je pense que vous voyez déjà comment ces deux formes de naturalisme, en fait, euh, elles permettent de répondre à des objections classiques, hein, la viabilité du projet d'une métaphysique. Le naturalisme ontologique, il est censé nous fournir une contrainte, hein, sur la théorisation métaphysique, en nous disant, bon, théorisation métaphysique, ça ne peut pas être une spéculation complètement libérée ou de l'expérience complètement débridée. Il faut quand même que notre théorie métaphysique soit en accord avec nos meilleures théories scientifiques. Et puis le naturalisme méthodologique, là, comme je viens de le mentionner, il est censé répondre à l'objection classique selon laquelle il n'y a pas véritablement de méthode viable en métaphysique. Cet appel au naturalisme, il est vraiment structurant, il est vraiment fondamental pour le champ de la métaphysique analytique. Donc là, j'en viens donc à ma deuxième partie qui va donc porter plus en détail sur le naturalisme ontologique. Euh, et là, donc, je vais partir du fait que, comme je l'ai noté, en fait, c'est une position qui fait relativement consensus, ou même entièrement consensus peut-être, dans le champ de la métaphysique analytique et peut-être de la philosophie analytique plus généralement. Et je pense que ce constat, en fait, il amène la question suivante, qui est que, puisque c'est devenu une position si consensuelle, est-ce qu'il y a véritablement encore une utilité aujourd'hui à s'en revendiquer, pardon, et est-ce qu'une revendication d'une forme de naturalisme ontologique peut encore nous aider à faire des progrès en métaphysique? Est-ce que cette position a encore une sorte de mordant, sachant que tout le monde s'en revendique euh, dans le champ? Et on pourrait voir comment le fait que tout le monde s'en revendique pourrait amener à donner une réponse, hein, négative, hein. Si toutes les parties prenantes se revendiquent du naturalisme, euh, il est difficile de voir comment le naturalisme pourrait nous permettre de départager entre les différentes positions que soutiennent les métaphysiciens contemporains. Donc, je vais essayer de soutenir en fait que ce n'est pas le cas et que la thèse du naturalisme ontologique a bien encore un mordant, en essayant de montrer qu'il y a certains secteurs de la métaphysique analytique contemporaine qui, tout en se revendiquant naturalistes, ne le sont pas encore assez et pourraient gagner à, disons, prêter une attention plus détaillée, plus rigoureuse au contenu de nos théories scientifiques. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous en convaincre parce que les thèses que je vais mentionner ici sont très provocatrices. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment la possibilité d'argumenter pleinement en leur faveur, mais bon, on peut y revenir euh, dans la discussion. Euh, donc, ce que je voudrais soutenir en particulier, c'est que si on regarde le contenu de nos théories physiques, euh,
Il y a une leçon très importante qui avait déjà été notée par Russell en 1912 dans un article qui s'appelle sur la notion de cause. Il y a une leçon très importante à tirer de nos théories physiques, à savoir qu'il n'y a pas de causalité fondamentale dans la nature. Au niveau de la physique fondamentale, il n'y a pas véritablement de relation de causalité. Donc, je vais essayer de soutenir ensuite qu'il y a un certain nombre de débats dans certains secteurs de la métaphysique qui supposent au contraire qu'il y a de la causalité fondamentale dans la nature, et donc qui en ce sens n'ont pas encore euh, assez pris au sérieux que nous dit la physique euh, de notre monde. Alors donc la thèse en question là, sur l'absence de la causalité en physique fondamentale, elle remonte donc à cet article de Russell de 1912 sur la notion de cause. Donc je vous résume rapidement ce qui se passe dans cet article. Donc, Russell, il part de l'idée très courante au XIXe siècle que la physique, c'est le règne de la causalité, hein, c'est le domaine où la causalité règne en maître, c'est le domaine où on trouve un principe de causalité qui nous dit que toute chose, tout événement a une cause qui en nécessite l'existence. Et Russell nous dit, en fait, bon, en fait, si on regarde bien, la physique moderne, elle a en fait rendu le concept de causalité obsolète. C'est un concept pré-scientifique euh, qui en fait n'a plus de place à jouer dans le monde moderne. En ce sens-là, il le compare avec la monarchie britannique. C'est que Russell était un républicain féroce. Alors l'article est assez compliqué, mais on peut en extraire deux arguments en faveur de la thèse qu'il n'y a pas de causalité en physique fondamentale. Euh, un argument qu'on appelle parfois l'argument de la localité et un argument qu'on appelle l'argument de la symétrie. Alors, l'argument de la localité, il dit la chose suivante. Donc, revenez à ce principe de causalité, là, supposément central en physique, qui dit que tout événement a une cause qui nécessite son existence. Russell met en avant le fait que notre concept de causalité, dans notre concept de causalité, euh, les causes, de manière paradigmatique, ce sont des événements locaux, c'est-à-dire des événements qui occupent une très petite portion de l'espace-temps. Enfin, les exemples paradigmatiques de cause, ça pourrait être moi qui jette une pierre et qui brise la fenêtre, frotter une allumette pour l'embraser, etc. Et ce que montre Russell de manière tout à fait juste, c'est que en physique moderne, donc dans la mécanique classique, hein, puisque c'est la mécanique classique qu'il a en tête, il est encore dans un cadre relativiste ou quantique, dans la mécanique classique, il n'y a pas de loi déterministe reliant des événements locaux entre eux. En physique classique, en fait, ce sont uniquement les états entiers de l'univers qui déterminent ce qui a lieu dans le futur. Un événement local par lui-même, il ne détermine rien de ce qui va avoir lieu dans le futur, parce qu'il est toujours possible qu'il y ait une sorte de perturbation ou d'intervention extérieure venant d'ailleurs dans l'espace qui perturberait le processus physique en question. Donc, si je jette une pierre, il est toujours possible qu'une sorte de pulsation d'énergie ou un coup de vent ou quoi que ce soit détourne la pierre. Euh, euh, il est toujours possible, comme ça, en principe, que chaque processus physique reliant des événements locaux soit perturbé par un événement extérieur. Donc, pour évacuer la possibilité d'une telle perturbation extérieure, en fait, il faut stipuler l'entièreté de ce qui a lieu dans l'état de l'univers à un instant donné. Parce qu'en physique classique, il n'y a pas de limite sur la vitesse à laquelle les influences peuvent voyager. Donc, ça veut dire que maintenant, de l'autre côté de l'univers, il peut y avoir une pulsation d'énergie extrêmement rapide qui arrive dans ma direction et qui va dévier la pierre de sa trajectoire. Donc les seuls déterminants, si vous voulez, en physique classique, ce sont des états complets du monde, des états entiers de l'univers spécifiés dans leurs moindres détails, pas les événements locaux que l'on a coutume d'appeler causes. En ce sens-là, le principe de causalité pour Russell, il n'a plus aucune validité. Le deuxième argument, qui à mon sens est peut-être le plus puissant, se base sur le fait que les lois de la mécanique classique, elles sont symétriques dans le temps. C'est-à-dire qu'en mécanique classique, si vous fixez l'état de l'univers à un instant donné, ça détermine non seulement le futur, mais ça détermine également le passé. Le démon de Laplace, sur la base de l'état présent de l'univers, il peut prédire le futur et prédire le passé. Et Russell note que notre concept de causalité, il implique au contraire une direction de la détermination. Le concept de causalité, il implique que les causes produisent leurs effets, mais que les effets ne produisent pas leurs causes. Et donc la conclusion de Russell ici, c'est que si on regarde le contenu de nos théories physiques sans préjugés, hein, de manière neutre, on ne trouve aucune place pour cette direction supposée de la causalité dans la physique. Dans la physique, on a juste des relations entre états du monde à un instant donné, l'un déterminant l'autre et l'autre déterminant l'un, mais on n'a aucune direction privilégiée dans laquelle cette détermination a lieu.
Euh, L'idée de Russell, en fait, c'est qu'une science commence par poser des relations de causalité pour explorer l'univers, et puis quand elle arrive à une forme, disons, sophistiquée, elle en vient à éliminer la notion de causalité et à décrire simplement des relations de corrélation entre variables, en l'occurrence entre des états entiers de l'univers. Alors, se pose un peu la question de savoir si c'est toujours vrai dans les théories physiques du XXe siècle. Là, l'argument de Russell sur la bidirectionnalité, il repose sur le fait que la mécanique classique est déterministe, hein, l'état présent du monde fixe entièrement le passé et le futur. Euh, Vous pourriez vous demander, bon, en mécanique quantique, il n'y a plus de déterminisme, est-ce que c'est encore vrai? En fait, on peut montrer que l'argument de Russell, il s'applique encore là, parce que les lois de la physique quantique, même si elles ne sont plus déterministes, elles ont aussi ce caractère de bidirectionnalité, c'est-à-dire que l'état présent du monde, il fixe les probabilités pour le futur, mais il fixe aussi des probabilités pour le passé. Et si on regarde la théorie avec un œil neutre, sans préjugé, il n'y a aucune raison de dire que c'est cette direction-là qui est plus importante que cette direction. Alors, quelques remarques sur, sur cet argument de Russell contre la notion de causalité. Euh, le premier, c'est que vous pourriez penser, si vous connaissez par exemple la mécanique newtonienne, qui a un sens évident où il y a de la causalité en mécanique newtonienne. Hein, si vous prenez la deuxième loi de Newton, elle dit euh, F égale ma, hein, les forces exercées sur un corps sont égales à sa masse et son accélération, les forces étant évidemment ici quelque chose qui joue un rôle causal. L'argument de Russell, en fait, il a plus de plausibilité si on regarde des formulations plus contemporaines, plus récentes de la mécanique classique, telles que la mécanique lagrangienne du XVIIIe siècle, la mécanique hamiltonienne, où là, c'est plus vraiment... on a, on a une formulation tout à fait différente de la mécanique classique. Euh, il n'y a plus vraiment cette idée de force qui causerait l'accélération euh, d'un corps. Donc, une des idées enfin, une des choses qu'on peut tirer de Russell, c'est que dans la mesure où on pense qu'il y a de la causalité en mécanique classique ou dans la physique de manière plus générale, c'est qu'on a encore une image un peu dépassée, si vous voulez, de ce qu'est la mécanique newtonienne, par exemple. Une image qui est contredite par les formulations plus modernes, plus sophistiquées de ces théories. La deuxième remarque, c'est que Russell nous disait qu'il n'y avait pas de causalité en physique fondamentale. Il en concluait aussi qu'il fallait complètement éliminer la notion de causalité. Euh, Étant naturaliste ontologique, je refuse cet argument. Enfin, je refuse cette dernière conclusion, et c'est le cas à peu près de tout le monde ici qui travaille sur ces sujets, puisque si la causalité ne joue pas de rôle en physique, elle joue clairement un rôle essentiel dans d'autres sciences. Si vous regardez la médecine, par exemple, la médecine ne cherche pas juste à découvrir des corrélations, elle ne cherche pas juste à savoir, par exemple, avec quoi est corrélée les crises cardiaques, mettons. Elle cherche aussi à identifier les causes des crises cardiaques et c'est absolument essentiel pour identifier des stratégies d'intervention efficaces et de traitement et de prévention efficace sur ces maladies. Donc, il est assez clair que la notion de causalité, on ne peut pas l'abandonner parce qu'elle est absolument centrale dans un certain nombre de sciences. Mais donc, se pose la question de savoir comment réconcilier son absence en physique fondamentale avec son omniprésence dans d'autres sciences. Donc là, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais c'est là où j'en viens à l'idée que la causalité a un ancrage dans notre nature en tant qu'agent doté de buts pratiques. Si la causalité a autant de place en médecine, c'est parce que en médecine, le but principal, c'est justement d'identifier des stratégies d'intervention euh, sur, euh, sur un certain nombre de phénomènes. Euh, bon, et donc là où je voulais en venir, c'est que je pense que si cette thèse sur l'absence de causalité, alors que j'ai posée ici, je ne sais pas si je l'ai vraiment démontrée, mais je vais la prendre comme acquise pour l'instant. Euh, Bien qu'elle ait déjà plus d'un siècle, je pense qu'elle a encore toujours du mordant et qu'il y a un certain nombre de secteurs de la métaphysique analytique où elle n'a pas encore suffisamment percolé il y a un certain nombre de débats qui devraient être transformés, peut-être même dissous si on la prend en compte. Alors, je vous en mentionnerai deux. Euh, le premier, c'est le débat sur le problème de l'exclusion causale en métaphysique de l'esprit. Je vais vous expliquer dans une seconde ce que c'est. Et puis le second, c'est celui le débat contemporain sur le libre arbitre. Donc j'essaie de soutenir que dans les deux cas, en fait, on retrouve souvent cette assumption d'une une sorte de causalité fondamentale en physique. Euh, je vais peut-être juste faire le premier, le problème de l'exclusion, pour avoir quand même un peu de temps pour parler du naturalisme méthodologique. Euh, donc je rallume ça. Ouais. Bien ça.
Le problème de l'exclusion causale, juste pour vous situer un petit peu, euh, c'est un problème qui relève de la métaphysique de l'esprit, donc de la métaphysique des phénomènes mentaux. Donc c'est un problème qui a été soulevé en particulier par Jaegwon Kim, là, que j'ai déjà mentionné, notamment dans un ouvrage intitulé Physicalism of Something Near Enough. Alors, pour vous donner un petit peu la préhistoire ici, à partir des années 70, mettons, en métaphysique de l'esprit, il y a une sorte de consensus qui émerge en faveur de ce qu'on appelle le matérialisme non réductionniste. Alors, le matérialisme non réductionniste, c'est une forme de matérialisme qui dit que donc, les phénomènes mentaux sont des phénomènes matériels. C'est fondé sur une forme de naturalisme ontologique, l'idée étant que c'est la leçon de la neurologie et de la biologie contemporaine, et aussi dans une certaine mesure de l'informatique. Donc on est matérialiste, mais on soutient néanmoins qu'il y a une forme d'autonomie des phénomènes mentaux et qu'ils ne sont pas réductibles à des phénomènes physiques, même s'ils sont toujours réalisés ou implémentés par des processus physiques. Euh, donc l'aspect non réductionniste, il est souvent motivé par l'idée qu'un certain type d'état mental, il peut être réalisé de manière physique très très différente. Ici, M serait mon état mental, et puis P1, P2, P3 seraient plusieurs types de réalisation physique de cet état. Donc peut-être que la douleur chez moi, c'est l'activation de certaines fibres. Chez la pieuvre, ça sera un état physique complètement différent. Et puis chez les robots intelligents, supposant qu'ils peuvent ressentir de la douleur, ça sera un état à nouveau complètement différent au niveau physique. Et donc, on a une unité au niveau mental, mais au niveau physique, on a une sorte d'hétérogénéité complète. Donc, le slogan du matérialisme non réductif, c'est Matter doesn't matter. L'implémentation physique, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le software, si vous voulez, c'est le niveau computationnel. Alors, le problème de l'exclusion causale donc, qui est soulevé par Kim à l'encontre donc, de cette position euh, soutient en fait que si c'est notre position, si on est matérialiste, non réductionniste, en fait, on ne va pas pouvoir rendre compte de la causalité mentale, du fait que les états mentaux ont un effet sur le monde, et ont un effet notamment sur le comportement. Alors, l'idée, c'est la suivante. Euh, Supposez qu'on ait un état M qui a un effet sur un état M'. Alors, l'état M', ça pourrait être M, mettons que ce soit une de mes croyances ou une de mes désirs, et puis M', c'est peut-être un de mes comportements ou une autre croyance que j'ai, des choses comme ça, un effet de mon état mental. Et supposons qu'il soit réalisé par l'état physique P1. Un des présupposés du matérialisme, nous dit Kim, c'est que P1 est suffisant causalement pour produire M'. L'état de votre cerveau est suffisant causalement pour produire votre comportement, suffisant pour déterminer causalement ce qui va avoir. C'est là que je vais y lire une assumption que Russell va nous amener à rejeter. Et donc, si P1 est déjà suffisant, en fait, pour produire M', oui, M', il n'y a plus de place pour l'état mental lui-même, il n'y a plus de place pour qu'il exerce un pouvoir causal. Toute la causalité est déjà accomplie au niveau physique par l'état P1. Et l'état M, qui est supposé être différent de P1, on est non réductionniste, donc M n'est pas réductible à P1. L'état M, il n'a plus rien à faire, si vous voulez, produire euh, M star ou M cube. La causalité au niveau physique exclut la causalité au niveau mental. Donc, Kim en vient à dire, bon, soit on est épiphénoménaliste, on dit que les états mentaux n'ont aucune influence sur le comportement, soit il faut être réductionniste, soit il faut soutenir qu'en fait les états mentaux, ils se réduisent bien à des états physiques. Et étant identiques à des états physiques, ils acquièrent un pouvoir causal. C'est ça. Et Kim, lui, est plutôt du côté du réductionnisme. Alors, comme j'ai dit, je pense que ce débat, enfin, les débats autour de ce problème, et notamment la manière dont le problème est posé par Kim, ils reposent assez fortement donc, sur une supposition que les arguments de Russell devraient nous amener à rejeter. La supposition en question, là, elle exprime le présupposé que euh, l'état physique P1, euh, il est causalement suffisant pour M'. Il suffit à déterminer causalement euh, l'advenu de M'. Alors l'état P1 ici, c'est censé être un état local, hein, c'est censé être quelque chose comme l'état de votre cerveau. Mais ce que nous avons appris de Russell, c'est précisément que il n'y a pas d'état physique local qui ait une quelconque conséquence nécessaire que ce soit euh, sur le futur. Les seuls déterminants en physique, ce sont les états complets de l'univers spécifiés dans leurs moindres détails.
Donc, si vous voulez trouver quelque chose qui soit suffisant pour M star ici, ça sera certainement pas P1, ça sera uniquement l'état complet physique de l'univers euh, au moment pertinent, spécifié dans le moindre de ces détails. Donc, spécifier la position de chacune particule sur Alpha Centauri, etc. La supposition que P1 elle pourrait déterminer causalement M star, enfin, elle ressort d'une image obsolète qui est, euh, qui est remise en question par la physique moderne. Alors, je pense que ce n'est pas une simple erreur de détail. Une fois qu'on voit ceci, en fait, le débat est peut-être presque même dissous. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, le problème de l'exclusion causale devient beaucoup moins, je trouve, problématique pour plusieurs raisons. D'une part, le problème de l'exclusion causale, il repose assez largement sur l'idée que si on voulait admettre un rôle pour la causalité mentale, comme il y a déjà une cause déterminante au niveau physique, bah, ça serait admettre une sorte de causalité redondante, de surdétermination, et ça semble exclu par une sorte de principe de parcimonie. Hein, ça impliquerait qu'il y ait beaucoup trop de causes. S'il n'y a pas de causalité au niveau physique, ce problème de surdétermination, il disparaît complètement. Euh, D'autre part, euh, le problème de l'exclusion causale, il suppose sans doute une vision productrice de la causalité, où la causalité, c'est vraiment quelque chose qui produit physiquement les phénomènes qui supposent, hein, les phénomènes que la causalité fait advenir. Là, on suppose vraiment que l'état P1, il produit physiquement euh, l'état M star. Et donc, il n'y a plus de place pour un autre processus de production venant du mental. Euh, Or, c'est assez clair que cette image productrice de la causalité, elle est aussi remise en cause par les arguments de Russell. Ce que Russell nous dit, c'est qu'au niveau physique, il n'y a pas en fait véritablement de relation de production unidirectionnelle. Il y a des relations de détermination réciproque entre états de l'univers, mais il n'y a pas, pas de fondement pour dire qu'il y a véritablement une relation de causalité productrice qui irait d'un état présent de l'univers à un état futur. Et la dernière chose à noter, c'est que, comme j'ai dit, les arguments de Russell, ils suggèrent plutôt une conception manipulationniste de la causalité, hein, où la causalité est liée à notre caractère d'agents qui ont des buts pratiques à accomplir. Et du point de vue d'une conception manipulationniste, en fait, le problème de l'exclusion, il disparaît, puisque on peut très bien manipuler les états mentaux de quelqu'un, et peut-être même les propres états mentaux, pour atteindre certains buts. Hein. Euh, si mon but, ça soit que vous vous trouviez dans ce bâtiment, je peux vous dire, allez dans ce bâtiment, transformer ainsi votre état mental et faire en sorte d'accomplir un certain but. Il n'y a aucun caractère problématique de la causalité mentale. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette première partie. Je vais laisser le libre arbitre de côté. Si vous avez des questions là-dessus, je suis heureux d'y revenir dans la discussion. Il me reste 4 minutes, c'est ça? Euh, Après, ouais. on est très large Ouais. avec le Je vous en dis un peu sur le matérialisme méthodologique. Si, je pense que j'en ai peut-être pour un petit quart d'heure, quelque chose comme ça. Ouais, ça vous va? Donc, j'en viens donc à cette thèse plus, comme je l'ai dit, plus controversée du naturalisme méthodologique. Là, ce que je voudrais faire, c'est vous dire à la fois comment on peut essayer de soutenir cette thèse d'une manière qui soit relativement défendable, qui soit relativement séduisante, et puis soulever quelques problèmes euh, pour cette thèse. Alors, comme je vous l'ai dit, le naturalisme méthodologique, donc, c'est l'idée que la métaphysique devrait s'appuyer sur les mêmes méthodes que la science. Et il y a cette objection évidente qui se pose à cette thèse, à savoir que la science, dans la mesure où elle s'appuie sur une méthode, c'est sans doute une méthode expérimentale, euh, très clairement une méthode expérimentale, et que l'idée d'appliquer une méthode expérimentale en métaphysique semble absurde. On voit mal quel type d'expérience pourrait nous amener à résoudre, par exemple, le débat entre le réalisme et le nominalisme, ou les, les partisans des objets abstraits et euh, les partisans du concrétisme. Euh, alors, comment est-ce que les partisans contemporains du naturalisme méthodologique en viennent à essayer de répondre à cette objection? Alors là, je vous dirais comment des métaphysiciennes comme Laurie Paul et Nina Emmerich, que j'ai déjà évoqué, proposent de développer la thèse du naturalisme méthodologique. Alors, elles partent en fait d'une autre objection au naturalisme méthodologique qui serait de dire, ben,
cette position, elle présuppose qu'il y a une méthode dans les sciences qu'on pourrait transférer à la métaphysique, mais en fait, il n'y a pas une méthode dans les sciences, il n'y a pas de méthode scientifique, il y a juste une pluralité de méthodes. Hein, les gens qui font de la psychologie sociale, ils utilisent des méthodes très différentes des gens qui font de la physique quantique. On ne peut pas vraiment parler de méthode scientifique. Alors, Emery et Paul, elles vont partir de l'idée qu'il y a quand même effectivement bien une sorte, quand même un certain niveau de généralité, une certaine unité à la démarche scientifique, et qu'il y a bien une règle fondamentale qui est à l'œuvre dans tous les domaines de la science, et c'est la règle dite d'inférence à la meilleure explication. Je ne sais pas si c'est un concept que vous avez déjà rencontré. L'idée de l'inférence à la meilleure explication, alors c'est un concept qui émerge, je crois, dans les années 70 avec les travaux de Gilbert Harman. Gilbert Harman, pardon. L'idée de Harman, c'est que très souvent dans les sciences, euh, on a un problème de sous-détermination des théories par l'expérience. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de théories possibles d'un phénomène, et les données dont nous disposons sous-déterminent laquelle de ces théories est la bonne parce qu'elles sont compatibles avec chacune de ces théories. Mais ce que montre Harman, c'est que en fait, très souvent, les scientifiques en arrivent quand même à préférer une de ces théories plutôt qu'une autre, parce que certes, elles sont toutes compatibles avec les données, mais l'une de ces théories explique mieux les données que d'autres, qui peuvent les accommoder, mais pas véritablement les expliquer. On voit ça, par exemple, dans les débats au début du XVIIe siècle entre coperniciens et partisans d'une cosmologie géocentriste. Euh, à l'époque, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de données qui réfutent le géocentrisme. L'argument des coperniciens, c'est de dire euh, notre théorie, elle explique beaucoup mieux certains phénomènes que vous ne pouvez qu'accommoder. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de phénomènes célestes, si vous êtes géocentriste, qui sont des coïncidences complètes, et qu'un copernicien peut très bien expliquer en termes du mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc là, l'argument contre, par exemple, chez Galilée en faveur du copernicanisme, c'est d'inférence à la meilleure explication. Le copernicanisme fournit la meilleure explication des données que l'on observe en astronomie. Et donc l'idée, il y a un certain nombre de travaux en philosophie des sciences qui montrent de manière assez convaincante qu'effectivement, s'il y a une unité de la démarche scientifique, elle se retrouve peut-être dans cette idée d'inférence à la meilleure explication. Et l'idée de Paul et de Emery, c'est que cette procédure d'inférence à la meilleure explication, en fait, elle semble tout à fait applicable au débat métaphysique. Et de fait, elle est assez régulièrement appliquée à des débats métaphysiques. Il y a un certain nombre de cas, c'est peut-être même la règle en métaphysique, on a plusieurs théories d'un même phénomène. Les deux théories sont en un sens compatibles avec toutes les données dont nous disposons, mais on peut soutenir qu'une théorie, une des deux explique mieux ces phénomènes parce qu'elle est peut-être plus élégante, euh, plus simple, plus unificatrice, euh, en meilleure cohérence avec nos autres théories, etc. Euh, Par exemple, pour en revenir à David Armstrong, là, que j'avais déjà mentionné, chez Armstrong, en fait, nombre de ces arguments sont en fait des applications de l'inférence à la meilleure explication, des applications assez explicites. Armstrong dit par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit postuler une forme de réalisme à propos des lois de la nature, où les lois de la nature sont vraiment des sortes d'entités robustes qui gouvernent le monde? C'est parce que c'est la meilleure explication du fait qu'il y a des régularités dans le monde. Voilà. Si on ne postule pas ces entités, ces régularités, ce sont de simples coïncidences, dont l'existence est absolument incroyable. Donc certes, on peut dire que c'est juste une coïncidence, c'est une théorie plutôt disons, régulariste, plutôt dans la tradition empiriste des lois de la nature. Mais cette théorie, bien qu'elle soit en un sens compatible avec les données, ne permet pas vraiment de les expliquer. De phénomènes qu'elle présente comme de pures coïncidences. Alors qu'une théorie réaliste des lois de la nature va au contraire être capable d'expliquer pourquoi il y a des régularités dans le monde. Donc là, ça semble être assez clairement une sorte d'application de l'inférence à la meilleure explication. Alors, pour en venir un petit peu à mes doutes quant à cette idée, donc j'espère que vous voyez que là, une fois que c'est exprimé sous cette forme, la thèse du naturalisme méthodologique devient en fait plus séduisante. Et peut-être même qu'en fait, un grand nombre de métaphysiciens contemporains sont naturalistes méthodologiques, peut-être sans nécessairement le savoir, parce qu'ils appliquent cette règle d'inférence à la meilleure explication. Alors, mes doutes quant à cette position, elles viennent du fait que
En fait, en philosophie des sciences, la question se pose de savoir qu'est-ce qui justifie la règle d'inférence à la meilleure explication. On trouve un certain nombre de philosophes des sciences qui soutiennent en fait que la règle n'a pas de validité, que la science ne l'utilise pas vraiment. Le principal représentant de cette approche, c'est Bas van Fraassen, dans son ouvrage Loi et symétrie, qui contient une attaque assez féroce envers l'idée d'inférence à la meilleure explication. Donc se pose cette question en philosophie des sciences de comment justifier la règle d'inférence à la meilleure explication. Pour prendre un exemple concret, pourquoi et comment justifier la préférence pour les hypothèses les plus simples? Une des idées derrière l'inférence à la meilleure explication, c'est que une théorie peut être préférée à une autre quand quand elle est plus simple, et qu'elle fournit donc une explication plus simple et aussi plus élégante des données. Mais qu'est-ce qui justifie véritablement cette préférence, hein? Pourquoi supposer que le monde lui-même soit simple, hein? Pourquoi ne pas partir du présupposé que le monde est au contraire très compliqué et que ce sont nos théories les plus compliquées qui devraient être préférées à nos théories les plus simples? Alors, il y a un certain nombre de lignes de réponse à cette question. Pourquoi préférer les hypothèses simples, de manière générale, les hypothèses les plus explicatives en philosophie des sciences? Et je pense qu'en fait, si on les regarde, on voit qu'elles ne se transfèrent pas à la métaphysique. C'est pour ça que je suis sceptique dans ce naturalisme méthodologique. Donc, je finirai avec ça. Je vous donnerai juste un exemple concret. C'est un exemple que je trouve intéressant. Ça vient de, en fait, l'exemple en question, là, il vient d'un ouvrage en théorie de l'information de David McKay. La question ici, c'est de savoir combien il y a de boîtes derrière cet arbre-là. Ce que McKay met bien en valeur, c'est que notre système visuel, en fait, il suppose, il applique une sorte de règle d'inférence à la meilleure explication. Hein, il va pour l'hypothèse la plus simple, il suppose qu'il n'y a qu'une seule boîte. Hein. Phénoménologiquement, là, vraiment, la scène nous apparaît comme contenant un arbre avec une seule boîte derrière. Mais en fait, strictement parlé, elle est compatible avec l'hypothèse qu'il y a une seule boîte et puis l'hypothèse qu'il y a deux boîtes. Comme ça. Alors, sur quelle base ici préférer l'hypothèse la plus simple? Voilà. La réponse de McKay, c'est en fait que cette hypothèse-là, l'hypothèse qu'il n'y a qu'une seule boîte, elle prédit beaucoup mieux ce que l'on observe, elle prédit beaucoup mieux nos données que l'hypothèse qu'il y a deux boîtes. Parce qu'en fait, dans l'hypothèse où il y a deux boîtes, c'est une coïncidence que la taille de ces deux boîtes soit la même. Donc, c'est une coïncidence que les deux bords supérieurs des deux boîtes là, soient à la même hauteur. L'hypothèse qu'il y a une seule boîte, même sans préciser la taille de cette boîte, elle prédit nécessairement que on verra les deux côtés protruder à la même hauteur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, l'hypothèse la plus simple, elle prédit aussi beaucoup plus clairement et précisément ce que l'on observe. Alors que la seconde, en fait, elle est compatible avec nos données, mais elle ne fait pas de prédiction spécifique. En fait, tout est possible pour cette seconde hypothèse. On peut avoir l'autre qui apparaît ici et puis l'autre qui apparaît là. Dans nombre de scénarios sont possibles. La deuxième hypothèse, plus compliquée, permet d'accommoder les données, mais ne permet pas vraiment de les expliquer. Et c'est lié au fait, nous dit McKay, qu'en fait, cette hypothèse, elle a plus de paramètres libres que la première. Paramètres libres, c'est une sorte de valeur quantitative qui n'est pas spécifiée dans l'hypothèse. Donc, dans l'hypothèse qu'il n'y a qu'une seule boîte, il y a un paramètre libre, c'est la taille de cette boîte, donc pas spécifié dans l'hypothèse. Dans cette hypothèse-là, il y a deux paramètres libres. Il y a la taille de la première boîte, la taille de la seconde. Et seulement si on ajuste les deux paramètres les uns avec les autres qu'on obtient ce résultat ici. Donc là, on a une justification assez précise pour l'hypothèse la plus simple, mais qui est liée donc très étroitement à cette idée de paramètres libres et de préférer les hypothèses qui ont moins de paramètres libres par rapport aux hypothèses qui en ont plus. Mais si on se tourne vers la métaphysique, cette idée est très difficile à appliquer parce que si on regarde des débats métaphysiques comme ceux sur le réalisme et le nominalisme ou les débats sur les lois de la nature, il est difficile de dire qu'une des hypothèses en jeu a plus de paramètres libres qu'une autre. Par exemple, le réalisme postule l'existence d'universaux, le nominalisme nie l'existence d'universaux et postule des sortes de relations primitives de ressemblance entre objets particuliers. Il est difficile de voir en quoi la première théorie aurait plus de paramètres libres que l'autre ou l'inverse. Dans le débat sur les lois de la nature, vous avez les approches réalistes qui postulent comme ça des formes robustes de lois de la nature, à nouveau comme entité sui generis qui gouverne le monde.
vous avez des approches plus empiriques qui postulent des lois de la nature, mais comme simple régularité dans l'univers. À nouveau, il est difficile de voir en quoi une des hypothèses a plus de paramètres libres que d'autres. Donc là, on a une justification précise pour la préférence en faveur des hypothèses simples, mais qui ne se transfère pas en métaphysique. Alors là, j'ai juste montré dans ce cas très précis, hein, mais je pense qu'en fait, si on regarde les autres approches de la simplicité, par exemple, que l'on trouve en philosophie des sciences, les autres approches d'autres notions explicatives comme l'unification, l'élégance, etc., on retrouvera la même chose, à savoir que les justifications précises pour préférer les hypothèses les plus élégantes, les plus unificatrices, les plus simples, etc., elles, elles marchent bien dans les sciences, mais elles ne se transfèrent pas en métaphysique. Alors, est-ce que ça veut dire que où est-ce que ça nous laisse? Euh, si l'inférence à la meilleure explication n'est pas applicable en métaphysique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrainte en métaphysique, hein. Euh, Dans la première partie, là, j'ai soutenu par exemple que le problème de l'exclusion causale pouvait être plus ou moins dissous parce qu'il était en contradiction avec le contenu de nos théories physiques. Là, j'ai fait appel à une règle qui est celle du naturalisme ontologique, hein, ne pas, ne pas postuler de choses qui sont en contradiction avec nos théories physiques. Cette règle, elle est toujours applicable. Ce n'est pas une règle d'inférence à la meilleure explication, c'est juste une sorte d'application du principe de contradiction, hein. Elle est toujours applicable. Mais simplement, il est assez clair que si on abandonne la règle d'inférence à la meilleure explication sans la remplacer par autre chose, il va y avoir assez peu de contraintes sur la théorisation métaphysique, et donc il est assez difficile de voir euh, comment on pourrait avoir une métaphysique ambitieuse qui cherche non seulement à nous présenter un ensemble de théories, mais aussi à trancher les débats euh, entre ces théories. Et là, je voudrais finir en rappelant que c'était en fait la position de Russell aussi. Euh, dans les problèmes de la philosophie. Enfin, c'était sa position sur la philosophie en général, hein, pas seulement sur la philosophie, sur la métaphysique, mais le problème de la philosophie, il nous dit la valeur de la philosophie, bon, elle ne dérive pas véritablement du fait que la philosophie tranche des débats, hein, on ne peut pas vraiment le faire, mais la philosophie, elle nous présente un ensemble de possibilités, y compris des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé à première vue. Donc, c'est de là que dérive sa valeur, mais c'est un projet beaucoup plus modeste et beaucoup moins ambitieux qu'on pourrait le croire. Donc, parce que Russell avait raison sur la causalité, il avait sans doute aussi raison sur la valeur et la possibilité de la métaphysique. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Beaucoup, c'est passionnant. Là, il nous reste 50 minutes environ pour les questions. On fait peut-être une petite pause. Ouais, C'est peut-être ouais, avec plaisir. une pause de 5 minutes. 10 minutes, ouais. Ouais. Ceux qui veulent, on prend un pain. Vous pouvez rester là. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, enfin, c'est vraiment à vous.